Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Cyclisme, les championnats de France sur route seront organisés à Mantes-la-Jolie du 28 juin au 1er juillet. Le parcours a été officiellement dévoilé ce jeudi par la Fédération française. Tous les détails dans ce 7-8 Sport. Football, la Danone Nations Cup, la plus importante compétition de football au monde réservée aux enfants de 10 à 12 ans, a été programmée ce samedi à Clairefontaine. Parmi les 80 équipes participantes, on pouvait noter la présence de l'AS Nancy-Lorraine, de l'Olympique Lyonnais ou de l'ES Tra. Plus de renseignements à suivre. Marathon TV78 vous propose de découvrir l'homme qui a fait le buzz lors du dernier marathon de Paris. Son nom, Sidi Diallo. À 63 ans, cet Ilmontain a couru pieds nus et a terminé en moins de 4 heures. Nous avons pu le rencontrer. Coup de projecteur maintenant sur cette semaine à Riche en Sport. Du 28 juin au 1er juillet se tiendront les championnats de France de cyclisme sur route. Pour cette édition 2018, les Yvelines ont été retenues. Le parcours a été officiellement dévoilé ce jeudi 19 avril. Les cyclistes s'élanceront depuis la commune de Mantes-la-Jolie, dans le nord du département. Les détails avec Mélanie Pauquier et Nicolas Dandry. La collégiale Notre-Dame en témoin de la course. En juin prochain, les pelotons feront une boucle autour de Mantes-la-Jolie, un circuit dans le Vexin. En soi, le parcours, il n'est pas d'une difficulté extraordinaire. Par contre, on change énormément de rythme et c'est ça, je trouve, qui donne ce côté technique à ce circuit. Des boucles de 21 km, 104 km pour les femmes, 253 pour les hommes et plusieurs traversées de la Seine. Un circuit qui devrait sourire aux sprinteurs. Je pense qu'il manque une réelle difficulté pour faire vraiment la différence et que malheureusement, vu qu'il n'y a pas de quota dans les équipes et qu'on se retrouve parfois avec des équipes comme la Française des Jeux où ils sont 26 coureurs, c'est très facile de contrôler sur un circuit comme celui-là. Et pour réchapper à un sprint, il va falloir une course de mouvement. J'aurais sans doute aimé un peu plus dur, mais bon, je pense qu'il y a ce qu'il faut quand même. Après, c'est les coureurs qui font la course. C'est vrai que ces dernières années, il y a eu plus dur, mais il y a aussi eu moins dur. Donc voilà, je pense qu'on peut, comme souvent, on peut avoir un grand sprinter qui peut passer, ou alors préférable pour les punchers. Les championnats de France reviennent en Île-de-France 20 ans après Montlhéry en 97. Une nouvelle compétition cycliste pour le département. C'est un très beau sport. C'est un sport praticable par tout le monde et à tout âge. Et puis, c'est un sport qui est un sport de plein air, symbolique de ce département. 8 maillots bleu, blanc, rouge seront attribués du 28 juin au 1er juillet. Verdict dans 2 mois. Pendant ces championnats de France, les spectateurs pourront notamment apercevoir un local, le cycliste professionnel yvelinois Kevin Reza. Le coureur de l'équipe Vital Concept a pu reconnaître le tracé jeudi dernier. Notre journaliste Mélanie Pauquier a pu le rencontrer juste après les tours de reconnaissance. Kevin Reza, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes né en 1988 à Versailles, donc dans les Yvelines, mais vous faites vos premiers coups de pédale à Puteaux. Est-ce que vous revenez dans le département de temps en temps ? Oui, si, je reviens parce que c'est quand même mes routes d'entraînement. Donc je connais la plupart des routes parce qu'il y en a beaucoup, mais oui, si je reviens assez fréquemment. Mes parents habitent à Puteaux en effet, et puis j'en profite pour venir rouler avec les copains et reconnaître le circuit. Alors aujourd'hui, vous êtes chez Vital Concept, après la Française des Jeux et Europcar. Pourquoi ce choix d'équipe-là ? Ça a été un choix qui a été mûrement réfléchi assez tôt dans la saison 2017. Il me fallait un peu de changement, une nouvelle motivation, un nouvel enjeu. Donc le projet de Jérôme Pinault m'a vraiment plu et son état d'esprit, ce qu'il veut projeter à travers cette équipe-là. Donc ça m'a vraiment plu et ça me correspond et je suis vraiment content d'avoir intégré cette équipe. Vous en êtes à 7 ans de professionnalisme, de très belles places, que ce soit sur le Tour du Pays Basque ou parfois le Tour d'Espagne. Est-ce que vous avez un rêve, une course qui vous tend les bras, peut-être le championnat de France ? Oui, c'est clair, le championnat de France, c'est vraiment une victoire de prestige. On a un maillot pendant un an, on présente les couleurs de la France. Après, j'ai vraiment pas de courseur en particulier parce que ça fait 8 ans que je suis professionnel. J'ai jamais encore eu de victoire chez les pros, donc j'essaie de décrocher ma première victoire. Mais bon, après, je vais pas désespérer. J'ai des places d'honneur qui sont de très belles places d'honneur, donc j'espère d'ici là décrocher ma première victoire. Alors on est le 19 avril, vous venez de reconnaître le parcours du championnat de France à Mantes-la-Jolie, donc sur vos terres natales. Qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours ? C'est un parcours très complet qui représente 3 difficultés.
Il y a aussi des parties assez venteuses qui pourront être assez dangereuses. Bon, aujourd'hui, il y a des très bonnes conditions pour faire du vélo, mais dans un mois, on ne sait pas comment ça va être. Mais ouais, c'est un parcours qui m'inspire et qui peut aussi inspirer mon équipe Vital Concept Cycling Club, et en espérant ramener le maillot à la maison. Vous allez jouer un rôle dedans ou vous allez travailler pour vos leaders, peut-être Brian Cocard? Oui, après, voilà, c'est un parcours que Brian peut espérer briller. Il me correspond aussi. Après, c'est les coureurs qui font la course, qui durcissent aussi la course. On ne sait jamais comment une course se décide à l'avance. Donc il faudra être opportuniste pour jouer sa propre carte. Si ce n'est pas le cas, on fera tout pour Brian. Une particularité cette année à cause de la Coupe du Monde, les horaires sont modifiés, départ 8h45. Est-ce que ça va être dur, ça va être une autre préparation? Oui, j'ai appris ça tout à l'heure, c'est Tony Galopin qui me l'a appris. C'est une petite nouveauté qui va changer pas mal de choses. Il faudra se lever de bonne heure, se préparer différemment. Mais bon, après, on est coureur professionnel, on a connu des horaires un peu difficiles de ce type-là. Donc on va s'y préparer et pourquoi pas dès maintenant. Merci Kevin Rezin, on vous suivra donc le 1er juillet pour ce qui est de la course en ligne. Merci à vous. On jouait ce week-end sur les terrains de handball. Rien ne va plus chez les féminines de Montigny-le-Bretonneux dans le championnat de National 2. Les Illymontaines se sont inclinées dans le derby yvelinois contre Conflans à l'extérieur sur le score de 30-27. Malgré les 9 buts d'Imen Benomari, cette 13e défaite de la saison pourrait condamner Montigny-le-Bretonneux à une descente en National 3. Les filles de Denis Chelet comptent 4 points de retard sur le premier non relégable. Toujours en handball, mais cette fois-ci chez les garçons, Plaisir s'est largement imposé sur son terrain contre Saint-Mandé à l'occasion de la 17e journée du championnat de National 3. Le score est sans appel, 33-25 avec 6 buts inscrits par Alexandre Auger. Au classement, le promu Plaisirois peut envisager une montée en fin de saison avec 11 victoires engrangées. Les Yvelinois sont 2e du championnat à la place de barragistes pour l'accession à la division supérieure. On ouvre une page baseball dans ce magazine. Un tournoi européen amical pour les moins de 15 ans était organisé ce week-end au stade Jean Maréchal de Montigny-le-Bretonneux. 6 équipes, dont 2 des Pays-Bas venues d'Amsterdam et de Rotterdam, se sont affrontées sur 2 jours de compétition. On écoute les réactions des joueurs au micro de Nicolas Dandry. Je trouve que c'est super parce qu'on peut se mesurer à des équipes qui sont plus fortes comme Rouen ou les équipes néerlandaises et du coup j'ai pu jouer à plusieurs postes et ça nous fait gagner de l'expérience et je trouve que c'était super. C'est bien plus élevé, il y a des équipes étrangères notamment du Pays-Bas qui ont un très bon niveau et les matchs sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus durs à jouer grâce à eux. Je pense que c'est un très bon tournoi et c'est super de jouer dans ce tout nouveau stade. J'ai entendu dire qu'il avait été ouvert récemment. En plus, je pense que c'est un bon tournoi car on peut se tester face à d'autres équipes, à d'autres pays et c'est une bonne expérience. Toujours en baseball, les seniors des Cougars de Montigny-le-Bretonneux jouaient ce week-end contre les Ducks de Saint-Just-Saint-Rambert pour le compte de la 3e journée du championnat de D1. Les Cougars l'ont emporté 14-2 dans le premier match, puis se sont inclinés 6-3 dans le second. Des résultats qui permettent aux Illymontains d'être en milieu de classement avec 2 matchs de retard. Prochain rendez-vous le 6 mai contre Rouen à domicile. Nous allons maintenant parler soccer dans ce magazine. Dans le championnat de D1 de district, Guyancourt s'est imposé 1-0 sur le terrain de Gargenville en match en retard. Une victoire importante pour les Guyancourtois grâce à ce résultat. Ils reviennent à un petit point de la 3e place détenue par leur adversaire du jour. Une autre montagne se dressera sur le chemin de Guyancourt le 6 mai prochain, le leader du championnat, les Mureaux. On continue par du football dans le championnat de R4 Régional 4. Trappes recevait les Gobelins en match en retard. Une rencontre qui s'est soldée par un match nul, 1 but partout. Une rencontre qui n'arrange pas les Trappistes dans la course au maintien. Un montage signé Sandrine Fontaille. Une égalisation dans les ultimes secondes de la partie. Les Rouges de Trappes y ont cru jusqu'au bout ce dimanche 22 avril contre l'équipe des Gobelins, en match en retard du championnat de Régional 4. Pourtant, tout avait mal débuté pour les Trappistes. Dominés en début de partie, ils concèdent l'ouverture du score. Mais Trappes a fait preuve de caractère en égalisant face au leader du championnat. Score final, 1 but partout. On se dit qu'on n'a de toute façon plus rien à perdre. La preuve, sur l'un des derniers coups de pied arrêtés, notre gardien est monté. Donc on se contentait pas de la défaite, on
On voulait absolument arracher le point du match nul et voire même la victoire, mais il n'y avait pas assez de temps, malheureusement. On est à notre niveau aujourd'hui, il n'y a pas eu de manque. Là, les joueurs ont tout donné. En plus, avec la chaleur, c'est un peu compliqué aussi pour nous. Là, de mon côté, je n'ai vraiment pas de regret par rapport à ça, parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on a vraiment tout donné. Un but à la 90e minute qui pourra avoir une importance cruciale pour la suite du championnat. Trappes est actuellement 12e sur 14 équipes engagées. Donc il nous reste maintenant 5 matchs, on a encore 3 à domicile. Faut qu'on prenne les points le plus rapidement possible pour assurer le maintien, qui n'était pas l'objectif de début de saison, mais vu les événements, on a dû faire avec. Et voilà, là, c'est un bon match nul pour nous. Mais en fait, nous, on a encore un match en retard, donc ça nous permet de garder notre concurrent direct qui est Écouen en fait à 3 points. Donc là, il nous faut encore 2 victoires pour assurer le maintien. Pour la première de ces 5 finales à disputer d'ici la fin de la saison, les trappistes se déplaceront ce dimanche 29 avril sur le terrain de Val-de-France, une équipe classée dernière de ce championnat. La Danone Nations Cup, la plus importante compétition de football au monde réservée aux enfants de 10 à 12 ans, était organisée ce samedi 21 avril à Clairefontaine. Parmi les 80 équipes participantes, on pouvait noter la présence de l'AS Nancy-Lorraine, de l'Olympique Lyonnais ou de l'Étoile sportive de Trappes. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jalin. Je m'appelle Linda, j'ai 11 ans, je joue au Havre. Je m'appelle Prince Mbati, j'ai 12 ans et demi et je joue à l'Olympique Lyonnais. Les footballeurs sont venus des 4 coins de la France pour participer à la Danone Nations Cup, l'un des plus gros tournois pour les enfants âgés de 10 à 12 ans. Pour cette édition 2018, la compétition était organisée ce samedi 21 avril sur les terres de l'équipe de France à Clairefontaine. Le fait de venir à Clairefontaine une année Coupe du Monde pour ces enfants, filles et garçons, je pense que c'est une forme d'aboutissement. En tout cas, on essaye de leur proposer une part du rêve que veut proposer l'événement à moyen terme. Parmi les 80 formations engagées, l'ES Trappes a envoyé une équipe masculine et féminine. Ça fait toujours plaisir parce que c'est un endroit où des pros ils ont joué, qui jouent. Et voilà, c'est bien. Il y a beaucoup d'adversité, mais on essaye de donner le maximum de nous pour essayer d'aller le plus loin possible. Des performances réalisées devant les yeux de leurs parents. Il n'en a pas dormi de la nuit. Il s'est réveillé vraiment heureux, c'est sa journée et c'est le rêve d'un enfant aujourd'hui qui s'exauce. Beaucoup d'émotions, on voit beaucoup de choses, les enfants, c'est très plaisant de voir autant d'enfants jouer avec des grandes équipes, c'est vraiment très 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 intéressant de participer à cet événement. L'ES Trappes terminera finalement à la 28e place du tournoi avec une victoire de prestige 4-0 contre le Paris Saint-Germain. L'équipe pourra se consoler également avec le titre de champion du fair play. Les 12 finalistes joueront quant à eux le 20 mai à Montpellier. Je vous propose à présent de découvrir un sportif qui défie la chronique et qui a fait le buzz lors du dernier marathon de Paris. Son nom, Sidi Diallo. À 63 ans, cet Illimontain a couru pieds nus et a terminé en moins de 4 heures. Mais cet athlète est un habitué. Il a couru au total 21 marathons pieds nus sur ses 160 participations au marathon en 8 ans. Rencontre avec un homme qui brise les codes. Il a fait le buzz au dernier marathon de Paris. À mes côtés, Sidi Diallo, 63 ans, qui nous vient tout droit de Montigny-le-Bretonneux. Sa particularité, il court pieds nus. Mais ce n'est pas une première pour Sidi Diallo, qui a déjà réalisé à de nombreuses reprises cette performance. Sidi, vous confirmez ? Oui, Paris, c'était mon 21e marathon pieds nus. Mais c'est vrai que c'est le marathon qui a été le plus facile pour moi. Parce que quand je me suis remis à courir à pieds nus, ça demande beaucoup de temps pour s'adapter. Et Paris, les conditions de Paris, c'était parfait. Mes pieds ont fait pas mal de progrès. Quand je dis les pieds, c'est les pieds et les jambes. Ce n'est pas seulement la plante des pieds, puisque tout le monde pense à la plante des pieds. Mais c'est l'organe tout entier, y compris les jambes, qui doivent se réadapter à la course et à la marche pieds nus quand on a utilisé des chaussures pendant plusieurs années ou bien depuis sa naissance. Vous courez toujours pieds nus ? Non, j'ai commencé, la première fois que je suis sorti de chez moi pieds nus, c'était en juin 2015, de Montigny. Et donc ça fait moins de 3 ans. Le début était très difficile. Mais maintenant, au moins sur l'asphalte, quand je suis sur l'asphalte, je n'ai aucun problème pour courir pieds nus. Et d'ailleurs à Paris, j'ai réalisé l'un de mes marathons les plus rapides, en 3h54. Et j'ai enchaîné donc 7 jours plus tard à Bonn, c'est-à-dire dimanche dernier, avec un autre marathon pieds nus. Et là, j'ai réalisé mon meilleur temps pieds nus sur la distance du marathon en 3h47 minutes.
Donc on peut dire maintenant que mes pieds sont quasiment prêts. Mais ils ne sont pas encore prêts. Hein. Mais voilà. Il y a des progrès, mais j'ai encore des progrès à faire pour revenir à la façon normale de courir et sans aucun problème. Ce n'est pas trop dangereux de courir pieds nus? C'est dangereux de courir avec les chaussures, je crois. Plus avec les chaussures que pieds nus? Ben oui, écoutez, moi j'ai terminé le marathon de Paris. J'étais prêt à refaire la distance en sens inverse. Bon, ça c'est facile de le dire, les gens vont dire, c'est facile de le dire, ok, il a dit, peut-être qu'il ne pouvait pas, mais je n'avais rien, aucun problème. Mais de toute façon, donc 7 jours plus tard, à Bonn, je refais la même distance pieds nus et j'ai couru plus vite, puisque je fais 3h47, alors qu'à Paris c'était 3h54. Et quel est le regard des autres coureurs quand ils passent à côté de vous sur un marathon? Il y a quelques-uns déjà qui sont initiés. Je vais à Paris, il y en a quelques-uns qui ont essayé, qui ont pris le processus et peut-être qu'ils ne peuvent pas encore faire le marathon, mais il y en a qui ont... En fait, c'est une tendance, c'est comme c'est écrit sur mon t-shirt, il y a une tendance et quand on s'y met, on a envie de continuer. Mais bon, il y a des gens qui ont des problèmes parce que peut-être qu'ils veulent aller trop vite. Si on a porté les chaussures durant toute sa vie et qu'on décide de s'en passer, il faudrait apprendre à marcher, à courir pieds nus, hein, comme les enfants, avec beaucoup de patience. Donc c'est le conseil que je donne à tous ceux qui se sont lancés et qui ont renoncé parce qu'ils ont vu que c'est pas aussi facile. Alors on le voit sur votre t-shirt, courir pieds nus rejoint la tendance, vous le disiez précédemment. Vous voulez créer un mouvement? Non, il existe déjà. Moi, je les rejoins et je veux que les autres fassent la même chose. Vous savez, disons que c'est une mode qui vient d'Amérique du Nord, hein, des États-Unis. Là-bas, courir un marathon pieds nus, c'est pas quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de gens qui courent pieds nus là, aux États-Unis. Hein. Et d'ailleurs, le marathon aussi avait commencé aux États-Unis. Donc, en fait, c'est une tendance américaine. Mais en fait, une tendance américaine qui revient en fait à revenir à la case de départ de l'humanité, quoi, quand on courait pieds nus pour attraper les animaux pour manger. Vous pensez que cette tendance peut se développer encore plus en Europe? Je l'espère, oui, parce que il y a les réactions dans les médias, mais aussi des gens qui m'ont écrit, qui m'ont fait part de leur expérience. C'est la façon normale. Écoutez, demandez à n'importe quelle personne qui se promène sur une plage de sable fin, pieds nus, comment elle se sent. Vous verrez tout de suite le bonheur sur son visage, le simple fait de se rappeler, de s'imaginer marcher pieds nus. Nous sommes nés pour marcher et courir pieds nus. D'ailleurs, complètement nus d'ailleurs. Les médecins ont dit que votre technique n'était pas forcément appropriée pour la course. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit ça quoi? Sur l'antenne? Sur l'antenne, de partout. Bon, écoutez, je suis médecin moi-même, hein, déjà. Non, courir pieds nus, écoutez, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. Pendant 3 millions d'années, les espèces de la lignée humaine couraient et marchaient pieds nus, ils étaient très efficaces. Le corps humain est parfait, j'espère que les auditeurs... Le corps humain est parfait. Le corps des individus de chaque espèce animale est parfait pour la survie de l'espèce dans son habitat naturel. Il n'y a aucun autre animal qui porte des chaussures. Et l'animal Homo sapiens ne porte des chaussures que depuis très peu de temps, sur une histoire de 3 millions d'années. Donc on ne va pas faire des études. Si on doit faire des études, c'est montrer en quoi les chaussures sont utiles. Et ce n'est pas le cas. Dernière question, est-ce que vous pouvez courir quand même maintenant avec des chaussures? Déjà, courir pieds nus, en fait, les gens pensent toujours à la pointe des pieds. Non, c'est l'organe tout entier. Hein. C'est l'organe tout entier qui se développe. Je n'ai pas du mal à courir avec des chaussures. Et d'ailleurs, mes pieds, mes jambes sont en meilleur état. Si je veux courir avec des chaussures, peut-être que j'aurais moins tendance à nous blesser. Alors, à propos des gens qui disent qu'il faut des chaussures. Écoutez, moi, j'ai fini le marathon de Paris, comme certains de vos confrères ont dit. J'ai fini le marathon, prêt à recommencer. Les gens qui portaient les chaussures les plus chères du monde, les individus d'Homo sapiens les mieux chaussés, peut-être qu'ils sont encore aujourd'hui incapables de courir alors que j'ai déjà fait marathon et que je veux dimanche dernier et que je fais un autre dimanche prochain. Merci beaucoup Sidi Diallo. Sidi Diallo recourra un nouveau marathon pieds nus ce dimanche à Anvers.
Un enregistrement réalisé la semaine dernière avant son départ. Sidi Diallo a bien terminé le marathon d'Anvers, comme on va le voir sur ces images, pieds nus, avec un temps de 3h54 minutes et 45 secondes. On ouvre une page golf comme tous les lundis. TB78 vous propose de découvrir les moments qui ont marqué l'histoire de la plus grande compétition de golf au monde. Je veux bien sûr parler de la Ryder Cup. Aujourd'hui, le directeur du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines, Paul Hermitage, vous présente l'un de ses meilleurs souvenirs de la compétition à quelques mois de l'organisation de la Ryder Cup 2018 en France. Regardez. Je me souviens de 2016, la série d'ouverture, très émouvant, extrêmement émouvant. On sentait dans l'air une envie désespérée des États-Unis, des Américains pour regagner la Ryder Cup et remettre un peu de piment dans l'événement. Ce qui m'a frappé le plus, mon plus beau souvenir, c'était la beauté de la mise en scène de l'événement. Tout ce rouge qui était partout était impressionnant, même si on soutient le bleu. Le peuple qu'il y avait à la cérémonie d'ouverture. Amassé derrière cette scène, le flyover des avions de combat américains, l'hymne national qui est déjà magnifique, mais qui là était encore plus beau, parce que vous aviez 40 000 personnes qui le chantaient en harmonie. Donc oui, Hazeltine, c'est un nouveau benchmark au niveau de la puissance de l'événement. Les duels à l'épée, les escarmouches vous ont toujours fasciné. Le reportage qui va suivre devrait vous intéresser. L'association Excalibur Yvelines, installée sur la commune de Poissy, nous a présenté les techniques de combat d'un chevalier du XIIIe siècle. Nous avons enfilé notre armure et nous avons mouillé notre cotte de maille pour vous présenter cette discipline insolite. Je vous propose aujourd'hui de remonter le temps et de vous arrêter à l'époque du Moyen-Âge. Une association baptisée Excalibur Yvelines s'est créée il y a 5 ans. À mes côtés, son président Arnaud de Mézières. Arnaud, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va s'équiper, on va se mettre en armure et on va combattre comme au XIIIe siècle. C'est pas trop lourd, une armure ? Non, les gens y arrivaient. On y va ? On va y arriver ? Oui. C'est parti. Allez hop ! Alors Arnaud, on est devant la fameuse armure. Elle est composée de quelle matière ? Expliquez-nous. Alors là, en fait, vous avez l'armure d'un homme d'armes du XIIIe siècle, donc quelqu'un de quand même assez aisé. C'est pas forcément un chevalier, ça va plutôt être un piéton. Donc on va avoir une première couche de textile qui va bien absorber les coups. Et par-dessus, on va mettre une couche de métal. De métal. Alors là, on a de la maille. Alors, je vais regarder déjà, je vais un peu sous-peser. Ah oui, effectivement. Oui, c'est entre 12 et 15 kilos. 12 et 15 kilos, ah oui. Le poids total, c'est autour de 25 kilos. C'est bon, je suis entre les pots. Et à certains endroits, on va avoir des parties métalliques solides. Bon. Mais c'est surtout une armure textile. Parce que l'essentiel de ta défense, ce sera le bouclier. Donc, bouclier, côte de maille, tout l'équipement, 25 kilos, c'est ça ? À peu près. On va l'enfiler, c'est parti. Tu n'es pas équipé pour rien. Non. Faut tester. On va tester. Ok, tu as 2 armes, ton bouclier, ton épée. Sors ton épée. C'est fastidieux. Je viens de la sortir, c'est bon. T'as toutes tes chances. Ok. T'as pas beaucoup d'armure. Il faudra te protéger avec le bouclier. Donc, tu vas essayer de toujours le tendre à peu près comme ça. Ton épée, t'as pas de protection aux mains. Une fois que t'as frappé, tu te mets en garde. Lorsque tu frappes, tu tends le bras. Baisse les appuis, garde le dos droit. Je vais tomber. Voilà, là tu attaques, là tu reviens. Et tu essayes de parer avec le bouclier. Débrouille-toi, bonne chance. Bonjour monsieur. Donc, si j'ai bien compris, comme ça. Ah oui, d'accord. Bon, on va y aller gentiment. Résiste tes appuis. Vise les jambes, vise les jambes. Allez, rends-moi fier. Oh, très bien, ça va suffire.
Je pense que tu es prêt à rejoindre l'association. Je suis prêt. T'es prêt. Je vais retirer la cote de maille là parce que là j'ai vraiment trop chaud. T'oublieras pas la cotisation. Effectivement. Merci beaucoup pour ce cours d'initiation. Alors comment on fait pour s'inscrire à l'association? Tous les détails sont sur le site excalibur-yvelines.fr. Mais on ne fait pas que la reconstitution, on fait aussi des AMHE, dont des protections adaptées et encore plus dangereux. Encore plus dangereux, c'est moins lourd peut-être au niveau de l'armure. Plus chaud. Plus chaud. Bon, on va continuer à tester un petit peu ce sport. Au plaisir. Heureusement que le ridicule ne tue pas. On referme ce magazine par un rendez-vous. Les Templiers d'Élancourt se déplacent ce samedi à 19h sur le terrain des Spartiates d'Amiens pour le choc de cette 9e journée du championnat de 2e division. Les deux équipes occupent actuellement les 2 premières places du classement et sont toutes les deux encore en ballottage pour l'accession en première division. Le combat s'annonce rude sur le stade du Grand Marais. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.